Alors, à l'origine, je pensais faire un petit catalogue de commandes plus ou moins utiles et puis dérouler pendant 20 minutes, mais ce genre de catalogue, bon, on en trouve une multitude sur Internet, alors je me suis dit que ça n'aurait peut-être pas de valeur ajoutée. Bah, après tout, vous savez tous lire. Du coup, j'ai décidé d'attaquer le sujet sous un autre angle. On va soulever le capot de Git et regarder fonctionner ses rouages. On pourra alors revenir vers les commandes Git, mais avec un autre regard, un regard un petit peu plus expert. Ça, c'est une expérience qui, jadis, m'a pas mal aidé à comprendre Git et je doute pas que ça vous aide tout autant, il n'y a pas de raison. D'abord, pourquoi une ligne de commande? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. La première, c'est que même si les idéaux modernes couvrent quasiment l'intégralité de ce que l'on peut faire avec Git, il y a quand même pas mal de blancs, de choses qui sont pas toujours bien faites ou pas pratiques tout bêtement, et c'est dans cette petite zone grise ou blanche dans lequel peut s'insérer la ligne de commande, et donc là, c'est quand même bien utile d'avoir un minimum de maîtrise de la chose. Bon, il arrive aussi que certaines commandes marchent mal. Moi, j'ai des soucis avec Git Push dans VS Code sur certains projets. Pourquoi, je sais pas, mais enfin, je sais le faire à la ligne de commande et je m'en sors comme ça. Puis au-delà de ça, il y a tout de même la curiosité. Après tout, Git, c'est un outil qui est essentiel dans notre métier, il est vital. Alors oui, être à l'aise avec Git, ça passe par comprendre la ligne de commande. Alors regardez le petit schéma qui est ici. Donc en orange, c'est des commandes Git, hein, init c'est git init et ainsi de suite. Alors ce schéma représente l'architecture de Git. Git, il s'organise autour de trois espaces, dont un qui est optionnel, plus un plutôt qui est optionnel, et c'est dans ces différents espaces que l'on va faire circuler nos fichiers, nos modifications. Le premier, il est ici, c'est l'espace de travail. On l'appelle aussi workspace, c'est le répertoire dans lequel se trouve notre projet. L'espace de travail contient soit la dernière version du projet, soit le projet dans un état modifié, d'où le petit tag qui est ici. Alors dans l'espace de travail, bah, on a toute liberté pour modifier, ajouter ou supprimer tout ce que l'on souhaite. Les fichiers modifiés, par conséquent, ils ont vocation à faire partie de la prochaine révision. On appelle ça un commit dans le jargon de Git. Et ce commit sera poussé dans le repository, c'est-à-dire le dépôt local. Évidemment, la plupart du temps, on ne va pas modifier l'intégralité des fichiers d'un projet, mais seulement un ou deux d'entre eux. On peut aussi avoir des fichiers certes modifiés, mais on ne souhaite pas les soumettre à une révision. Typiquement, c'est des fichiers de configuration locale qui n'ont pas d'intérêt au niveau du projet complet, ou bien simplement on souhaite faire plusieurs commits et pourquoi pas. Alors on a besoin d'une zone tampon, c'est l'index qui est ici. Alors pour pas être obligé de repousser dans le repository la totalité du projet à chaque fois, on va donc utiliser cet index. On l'appelle également staging array au stage. Vous admirez la qualité de mon anglais. Alors c'est dans l'index que l'on va déclarer les fichiers du workspace qui subissent une révision. C'est une autre façon de dire ça, c'est que tous les fichiers qui ont été posés dans l'index ont une vocation à passer dans le repository local via un commit. Une fois que l'on a satisfait des modifications, donc on enregistre en faisant un commit, c'est ce que je viens de dire. Mais il faut savoir, une particularité de Git, c'est que l'on a deux repositories. Le premier, c'est un dépôt qui est local, c'est-à-dire sur notre PC. Et puis le deuxième, lui, il est facultatif, il est distant, c'est-à-dire sur un autre serveur, il est partagé par tous les utilisateurs de Git. Une chose qui est très importante à comprendre, les mises à jour dans le dépôt local, c'est-à-dire les mises à jour faites ici, ne seront pas automatiquement synchronisées avec le dépôt distant. Ça, c'est un point intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez ici et même vous pouvez partout là travailler, faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez travailler sereinement, vous n'avez pas de limite. Au pire, le projet, c'est la zone, c'est une zone de guerre, vous n'arrivez plus à revenir en arrière. C'est pas grave, vous supprimez tout ce qui est en local et vous refaites un git clone pour récupérer ce qu'il y a dans le dépôt distant. Bon, vous allez peut-être perdre quelques petites choses, mais juste pas grand-chose en réalité. La repository local, donc il est local, il contient surtout une copie totale du dépôt distant si celui-ci existe. Total, ça veut dire aussi avec toutes les branches. Donc c'est pour ça que l'on peut passer d'une branche à l'autre très facilement avec Git. Alors le mieux maintenant, c'est de faire quelques démos pour voir un petit peu comment fonctionnent ces environnements, puis les commandes qui lui sont associées. Donc là, je démarre sur un projet qui est vide, on peut le vérifier facilement. Vous voyez, c'est un projet Windows, c'est un répertoire Windows plus exactement. Pour le transformer en espace de travail, tout ce que l'on a à faire, c'est un
git init. Bah, ça fait quoi? Bah, il suffit de regarder un petit peu. On a on voit l'apparition d'un petit sous-répertoire qui s'appelle .git, donc un sous-répertoire caché, qui contient un certain nombre de choses, de sous-répertoires et de fichiers. Alors, on les détaillera pas tous, mais en partie tout à l'heure au cours de la démo. Mais pour l'instant, on va travailler un petit peu là-dessus. Alors, git init, donc ça, c'est la première commande qu'il faut connaître. C'est pas la seule. On va faire git touch, git status. Ça, c'est vraiment la commande la plus importante lorsque l'on fait de la ligne de commande. Pourquoi? Git status va vous indiquer la situation, l'état de votre repository. Donc c'est avec ça que vous allez savoir ce que vous devez faire, est-ce qu'il faut faire un commit ou autre chose. Ça va vous donner vraiment toutes les informations. Donc là, il nous dit qu'il n'y a rien à committer, bah, c'est normal, on n'a encore rien fait. On va le faire. Je vais créer un petit fichier local. .txt. Bon allez, on va mettre quelque chose dedans. Avec la bonne syntaxe. Hello World. Et puis faire les choses en même temps, mais c'est pas très grave. Alors, j'ai parlé de git status, il y a un moment qu'on l'a pas fait, eh ben faisons-le tout de suite. Il nous dit quoi? Ah, là l'affichage a un petit peu changé. Il nous explique, c'est le texte qui est ici, avec le petit truc en rouge, que l'on a modifié des fichiers et que pour l'instant, bah, ils ne sont pas suivis par Git, untracked. Pour faire ça, bah, c'est-à-dire les pousser dans l'index, vous vous souvenez, ça c'est le rôle de l'index, c'était de suivre les fichiers que l'on modifiait, pour éviter d'avoir à suivre l'intégralité du projet. Donc on fait un git add, c'est ce qui nous indique ici, git add. Alors là, on peut mettre le nom du ou des fichiers, ou bien add étoile si c'est tous les fichiers, toutes les modifs que l'on souhaite pousser dans l'index. Git status à nouveau. Donc là, il nous dit qu'on a dans l'index un nouveau fichier et il s'appelle mon fichier.txt. Bon, bah là, ça veut dire que les fichiers dans l'index ont une vocation à être révisés, c'est-à-dire committer, ben on va le faire. Git commit, -m, parce qu'on doit donner un petit message explicatif. Bon, commit 1, ça suffira pour cette démo. Et pareil, un git status. On s'en mêle pas les pédales. Et là, ça y est, on est revenu à la situation initiale. Vous vous souvenez, là aussi, je l'avais dit, le workspace, il contient soit le repository, l'intégralité du repository, soit le repository dans l'état modifié. Bon, bah, c'est les cas que l'on voit là. On a l'intégralité du repository, c'est-à-dire une copie totale du repository. La deuxième commande qui nous intéresse, la deuxième qui va être vraiment très importante, c'est gitlog. Gitlog, c'est une commande qui va nous lister tous les commits que l'on a pu faire sur le repository. Donc ici, on n'en a qu'un, ben on n'en a fait qu'un seul. Ça, c'est le petit message qu'on a passé. Des petites infos de date et de personne qui l'a créé. Puis cette ligne-là qui est importante parce qu'elle va nous donner notamment l'ID qui est ici. On verra tout à l'heure ce que représente cet ID. Ben, on va faire une autre petite modif. Bon, on va reprendre notre écho, tiens. Ok, hop, on va mettre une deuxième ligne. Pareil, git add, étoile, git commit -m, commit 2. Voilà, et si je fais un git status, par précaution, on voit que tout va bien, et là on va refaire un git log. Donc là, ça y est, on voit qu'on a deux commits, commit 1, commit 2, et le plus récent s'affiche tout en haut. Ça, c'est le petit truc qu'il vous faut repérer. Une fois que vous avez repéré ça, vous êtes le master de Gitlog. C'est génial. Alors, on a poussé différentes choses dans l'index. On peut se demander si c'est possible de faire l'opération en sens inverse. Après tout, j'ai mon commit 2 qui est là, ben, j'ai peut-être un regret de l'avoir fait. Comment fait-on? Eh bien, on va regarder tout ça. Alors, je vais d'abord refaire une modification. On va commencer par la partie index. Git add. Alors, si je fais un git status, vous voyez, on a mis un fichier, mon fichier, modifié dans l'index. On a peut-être là un regret, on n'a pas envie de le pousser
dans le commit, on ne veut pas le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on a une commande reset. Cette commande reset sert à tout simplement inverser tout ce que l'on veut, hein. On va donner le nom. Voilà. Et là, il nous dit qu'il a enlevé du stage, c'est-à-dire l'index, le fichier, donc mon fichier .txt. Et si je fais un git status, ben voilà, on voit que l'on a un fichier qui est dans l'état modifié, mais il est toujours dans le workspace, puisqu'on le voit en rouge. Et si on voulait le remettre dans le workspace, il faudrait faire un git add. Et si je fais un git log maintenant, on voit que rien n'a changé, donc il n'y a pas de commits cachés qui sont venus s'insérer par je ne sais quel moyen là-dedans. Alors maintenant, c'est peut-être ce commit 2 que l'on regrette. Dans ce cas-là, c'est également possible de faire quelque chose. Toujours une variante de reset, git, reset, soft, add, tilde 1. On va lancer la commande d'abord. Alors, tilde 1, ça veut dire quoi? Que je veux revenir d'un seul commit en arrière. Donc, je vais enlever le 2 et rester sur le 1. Si je fais un git log, vous voyez, c'est ce que ça nous confirme. On a décommité commit 1, commit 2, excusez-moi. Si je fais un git status, là, on voit qu'il est passé directement dans le workspace. Alors, j'aimerais maintenant faire un petit récapitulatif de ce que l'on a fait. Donc, vous retrouvez l'architecture Git que l'on a vu tout à l'heure, l'espace de travail, l'index et le dépôt local, le repository local. Alors, on a vu d'abord Git init. Git init, ça va créer le dépôt local, bien sûr, mais également l'index. Ça, c'est une partie qui est invisible. On laisse Git la gérer. Les commandes vraiment importantes que l'on a vues, c'est d'abord git status. Git status nous indique à chaque instant l'état dans lequel se trouve notre repository, notre espace de travail ou bien notre dépôt local. Donc ça, c'est une commande qu'il faut connaître par cœur, que vous ferez tout le temps. Git log donne la liste des commits qui ont été gérés, qui ont été envoyés sur le dépôt local. Ça, c'est utile pour faire notamment des commandes de reset ou tout simplement savoir ce qu'il y a dans le dépôt. Là-dedans, on a en orange un certain nombre d'autres commandes, git add qui permet de pousser des modifications de l'espace de travail vers l'index, et ensuite un git commit qui va tout pousser vers le dépôt local. On peut faire le chemin inverse plutôt avec les différentes variantes de reset. Bon, je ne vais pas détailler plus parce que tout de suite après, j'ai quand même un petit slide où j'essaye de préciser un certain nombre de choses. Donc regardez, tout à gauche, on a un repository dans lequel il y a un certain nombre de commits qui ont été faits. C4, c'est le tout dernier. Le pointeur head indique simplement où se trouve le repository courant sur lequel on est. Supposons que je fasse à ce moment-là un reset-soft head -2, c'est-à-dire que je reviens de 2 crans en arrière. Donc c'est ce que l'on voit là. Le head maintenant pointe non plus sur C4, mais sur C2. Donc il reste de quelque part C3, C4. Le rôle de cette commande reset-soft-head, c'est de pousser ces valeurs dans l'index. Maintenant, puisqu'elles sont dans l'index, on pourrait très bien se dire, si je fais un commit à nouveau, eh ben, est-ce qu'on va se retrouver dans la situation initiale avec donc C1, C2, C3, C4? En fait, pas du tout. Git va créer un nouveau commit C5 qui va être tout simplement le merge entre les deux. Donc ça, c'est une façon de fusionner deux commits, et c'est aussi indirectement une façon de souligner un point qui est très important à comprendre dans Git. Les commits sont immutables. Une fois qu'ils sont créés, on peut les supprimer, on peut les merger, mais on ne peut pas les modifier. Alors, c'est pas la seule syntaxe reset possible, il y en a d'autres. Là, c'est des fonctionnalités que je considère comme avancées, mais je ne vais pas en parler plus que là. Alors j'ai fait une promesse qui est de révéler les rouages de Git, c'est-à-dire sa mécanique interne. Et ben on va un petit peu la tenir maintenant. Le vrai secret de Git, celui que l'on va développer tout à l'heure, c'est SHA-1. SHA-1, c'est un algorithme de hachage. Bah oui, dans les coulisses, Git, c'est simplement un dictionnaire dans lequel les clés SHA-1 sont la clé de hachage du contenu de chaque objet Git. Donc vous vous souvenez, quand on a fait un git log tout à l'heure, on a vu un ID mystérieux. Et bien c'est ça, c'est un hachage du contenu du fichier. J'insiste sur le côté contenu, on verra pourquoi tout à l'heure. Ben, on va voir un petit démo maintenant. Pour cette nouvelle démo, j'ai besoin d'un repository vide, donc on va le recréer, je l'ai supprimé. Git init, on va faire un petit peu d'animation.
Hop, dans fichier .txt. Et puis, on va... Ah oui. Alors, avant de faire la suite, on va jeter un petit coup d'œil rapidement sur le répertoire .git. Object, c'est celui qui va nous intéresser. Voyez, il est vide, à l'exception de 2 sous-répertoires qui servent à Git pour faire diverses optimisations. On va pas s'y intéresser. Maintenant, j'alimente l'index. Git add, étoile, on sait comment on fait. Bah tiens, il se passe quoi là? Là, on a un nouveau répertoire qui s'appelle 3B. C'est pas fini. Git commit -m commit 1. Là aussi, il va se passer des choses. On en a 2 pour le prix d'un. 9E et 50. Mais c'est quoi ça? Alors, si je reviens vers là et que je fais un petit git log, vous voyez, on a le commit, le ID du commit démarre justement avec 9E F5. Est-ce que par hasard, ce serait pas un lien avec ce qui se passe là? 9E, je déroule et j'ai la suite qui est ici. Donc ça, c'est un schéma général dans Git. Les sous-répertoires qui se trouvent dans Object sont nommés avec les 2 premiers digits de l'ID de l'objet qu'ils représentent. Et derrière, il y a un petit fichier qui va contenir la suite. Alors, si j'ouvre ce fichier tel qu'il est là, on va être un petit peu déçu. Il faut que je le retrouve, il est là. On va être un petit peu déçu parce qu'on voit quelque chose de ce genre-là. C'est pas très lisible et c'est normal parce qu'il y a différents algorithmes de compression. Mais il y a quand même moyen de s'en sortir avec le genre de commande que l'on peut oublier tout de suite après parce que, à part ce genre de démo, je ne vois pas à quoi ça sert. C'est git file, -t comme type, et je vais saisir 9E, F5, ça devrait suffire, on n'est pas obligé de faire l'ID complet, en général il le trouve. Et là il nous dit que le type d'objet, c'est un commit. Bon, sans douter un tout petit peu quand même. Hein. On va faire la même chose avec ses petits copains. Git catfile. Les petits copains, ça va être par exemple 56F. Ah, là, c'est un tri. On continue notre exploration. C'est 3B, le premier, 3B18. 3B18. C'est un blob. Donc là, on a découvert que Git, avec ce simple commit, nous a créé 3 objets, un blob, un tree et un commit. Bah, il y a quoi là-dedans? Bon, commit, on se doute un petit peu de ce qu'il y a. Alors, la commande pour lire le contenu de ces fichiers, c'est toujours git catfile, mais ça va être -p. Oh ben, on va commencer peut-être par le blob, par exemple, 3B18. Le blob contient le contenu du fichier et le Word. Mais par contre, j'ai pas d'infos sur le nom du fichier auquel il se rapporte. Ces infos, je vais les trouver dans le tree, tout simplement. Donc le tree, c'est 50F6, 56F plutôt. Et là, c'est pareil. Vous voyez que j'ai le nom du fichier, et ici, là, un ID qui, par une coïncidence qui n'en est pas un, correspondent tout simplement à notre blob. 3B18, etc. Donc c'est le tri, le fichier de tri, qui va faire la liaison entre le contenu et le nom d'un fichier. Bah, du coup, il y a quoi dans un commit? Décidément. C'est DE22. Non, c'est 9E F5, excusez-moi. 9E F5. Bah, on trouve ce à quoi on s'attendait, mais il y a en plus le tri. Donc le tri, vous voyez, c'est le point de départ du contenu. Donc ça nous dit quoi? Que ce commit 1, eh bien, il se réfère au fichier qui est pointé par le tri. Le tri, c'est simplement un pointeur, on peut le voir comme ça. Alors, c'est pas tout. Si je fais un git log, bon, là, j'ai qu'un seul commit, mais je pourrais en avoir plus, et on va le voir tout de suite. Git add, git commit, -m, commit 2, voilà, git blob, log. Là, j'en ai 2, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il est capable de dire dans quel ordre il se trouve. Donc là, il me manque encore une petite brique. Comment
fait Git pour savoir que commit 2 est le plus récent? Eh ben, on va éditer à nouveau tout simplement notre fichier de blob, de commit plutôt, le 36.8e, donc git catfile -p 36.8e. Et là, vous voyez, bon, ce qu'on s'attendait à trouver, le tree, l'auteur, committeur, le message, mais on voit quelque chose de nouveau qui est le parent. Donc en fait, les commits, c'est simplement une liste chaînée de commits qui pointent vers des trees, et les trees pointent vers le contenu. Donc vous voyez, c'est de cette façon qui est somme toute très simple que fonctionne, que Git est architecturé dans les coulisses. Alors, ça ouvre quand même quelques perspectives. On pourrait se dire, bah tiens, on peut peut-être bidouiller tout ça à la main. Oui, on peut très bien faire un hash, modifier des contenus, faire tout un tas de choses. Moi, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que Git suppose implicitement que les commits, en fait, tous les objets soient immutables, les commits notamment. Donc, si vous commencez à les modifier sauvagement, il est possible que vous couriez à la catastrophe. Moi, je ne vous conseille pas. Utilisez les commandes Git quelque chose chaque fois que vous avez besoin de manipuler les commits. C'est bien plus sain et vous êtes sûr de ne pas avoir de gros problèmes. On vient de voir comment Git sait enchaîner les différents commits à l'aide de la propriété parent, mais il reste quand même un dernier détail à éclaircir, c'est comment il sait que celui-là, c'est le premier de la liste. Bon, une première idée serait de dire il parcourt peut-être le répertoire objet, qui cherche tous les commits, et avec les parents, il essaie de retrouver le premier. Bon, sur des gros projets, c'est quand même peu efficace, c'est assez lourd. En fait, il y a une solution beaucoup plus simple mise en œuvre pour Git, c'est les branches. Donc on va un petit peu parler de branches. Quand on crée un repository Git, il va toujours créer une branche par défaut. Elle peut s'appeler master, main, ou on peut le reparamétrer pour l'appeler tout à fait autrement, taratatouille, comme on veut. Donc on a toujours au moins une branche. Dans Git, on est toujours dans une branche. Comment on fait pour savoir la liste des branches que l'on a en local? La commande, c'est git branch, donc c'est une commande qu'il faut absolument connaître. Et là, il nous dit que localement, j'ai master comme branche. Il n'y en a qu'une seule. Le étoile signifie que c'est la branche courante. Bon, avec une seule branche, vous allez me dire, on s'en doute un petit peu. Juste une petite remarque, le guide branche donne les infos que j'ai en local. Il se peut que sur le repository distant, j'en ai d'autres qui soient apparues. Elles ont été créées par le reste de l'équipe. Là, je ne vais pas les voir avec cette commande. Alors, intéressons-nous à la façon dont Git modélise ses branches. On va aller ouvrir le répertoire .git, comme tout à l'heure. Il est là. On va aller dans un autre répertoire, donc c'est plus object, mais bref, au pluriel. Vous voyez, deux sous-répertoires. Le premier s'appelle head, le deuxième c'est tags. Tags, c'est un des objets que peut créer Git, en plus des trees, des commits et des blobs. Je ne vais pas en parler au cours de cette présentation, je vais rester sur heads. Head, c'est déjà un nom que vous vous souvenez, on l'a rencontré tout à l'heure avec Rosette. Head contient un fichier qui s'appelle master. Est-ce un hasard? Regardez. Vous vous souvenez, la branche en cours, elle s'appelle master justement. Ah tiens, bah non, c'est pas un hasard. On va un petit peu ouvrir ce fichier pour voir ce qu'il contient. Bah, il contient simplement un ID. C'est quoi cet ID? Vous voyez, j'ai fait un petit git log. Eh bien, l'ID, c'est exactement l'ID du premier commit qui se trouve dans la liste. Donc le commit le plus récent. Et c'est comme ça que Git sait par où démarrer, et connaissant ce commit, il a juste à dérouler les parents pour retrouver toute la liste. Donc je résume, une branche, c'est ça, juste un pointeur vers un commit, rien d'autre. C'est pas extraordinaire. Bon, il y a un petit côté qui peut être décevant. Alors on va faire quelques expériences, tout simplement en créant d'autres branches. Alors allons-y. Git branche. Alors allons-y. Git branche. On va lui donner un nom. Par exemple, MyDo branche. Comme ça. Voilà. Si je fais maintenant git branche comme tout à l'heure, voyez, on a deux branches, MyNew branch et master, et puis le étoile est toujours sur master parce qu'on est toujours dans cette branche-là. On va faire quelques petites modifications. Bon, on va rester dans master pour l'instant. Echo.
Salut le monde. .txt. Et la cérémonie que l'on a l'habitude de voir, git add, git commit -m commit, je pense qu'on est au 3 maintenant. Et si je fais un git status, c'est important de faire ça pour être sûr que tout se soit bien passé. Voilà. Et bien entendu, le git log donne la trace de ma branche commit 3, elle est ici. J'attire juste votre attention sur l'ID de ce commit, du dernier commit, c'est 2C, 2C. Si je reviens sur ici, et que j'ouvre le fichier, vous voyez, il a bien pointé sur le nouveau commit. Donc c'est exactement ce que je vous disais, une branche, j'ai juste un pointeur vers le premier commit de la suite des commits donnés par Gitlog. Ça, c'est le petit truc que l'on peut avoir en tête. On va revenir sur master. Alors d'abord, un point de vocabulaire, le head, vous le voyez ici, et c'est également le nom du répertoire, c'est par convention le nom du pointeur courant. Bon, ici, il est sur le dernier, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Techniquement, on pourrait très bien faire pointer le head sur n'importe quel commit et pouvoir repartir de ce commit-là. C'est pas impossible et c'est assez courant même de le faire. Voyons maintenant comment on peut changer de branche. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est regarder comment elle s'appelle. C'est MyNewBranch. Faites attention aux majuscules et aux minuscules. Les commandes git sont sensibles à la casse. Git branch, git checkout, plutôt, excusez-moi. Donc, my new branch. Donc, sensible à la casse, sinon ça ne marche pas bien. Et là, vous voyez, l'affichage ici, il a changé pour nous dire qu'on est maintenant sur my new branch. Et si je fais git branch, vous voyez, le étoile est passé sur my new branch. On a créé une nouvelle branche, on a pointé sur cette branche. Revenons un petit peu rapidement vers le répertoire heads, tout qu'on a vu tout à l'heure. Il est là. Bah, comme prévu, on a maintenant deux fichiers, un par branche, et bien entendu, chaque fichier pointe sur le commit courant. Donc, je viens de l'ouvrir, celui de MyNewBranch, c'est 36.8e, et si je fais un git log, on retrouve bien 36.8e comme prévu, commit 2. Donc on a ignoré le commit 3 qui appartient à la branche master. Une dernière commande intéressante, c'est git branch-vv. Elle va nous donner la liste de nos branches, bien entendu, mais également des informations. Donc ça, c'est l'ID ici vers lequel pointe le head. Et commit 3, ça rappelle le dernier commit sur lequel on a pointé. Avant de passer à la suite, je propose de voir un petit récapitulatif des commandes que nous avons vues. Alors, la situation initiale, elle est là. On a une branche qui s'appelle master avec deux commits, C1 et C2. On a vu comment on peut créer une branche 1 avec la commande git branch 1. Elle est là, elle apparaît en bleu. Et sur cette branche, on va pouvoir faire d'autres commits, C3, C4, C5. Si on est sur branche 1, par exemple, on peut repasser sur la branche master en lançant la commande git checkout master. C'est ce que l'on voit ici. On a vu également deux commandes, git branch, qui nous redonne la liste des branches avec éventuellement un étoile pour désigner la branche courante. On a vu tout à l'heure que ces infos sont récupérées à travers la lecture de fichiers qui se trouvent dans le répertoire /heads, et il y a autant de fichiers qu'il y a de branches. On peut également envoyer une version un petit peu plus complète, git branch-vv, qui va nous donner, comme tout à l'heure, la liste des branches, mais également des informations sur chacune des branches, et notamment l'état du dernier commit. Donc des informations détaillées. Dans le cas où on a des branches distantes, on verra également le lien pour accéder au repository, ce qui est souvent très pratique. Pour l'instant, on a tout fait en local, dans le repository local. Ça signifie que nos modifications, elles ne sont pas publiées et par conséquent ne sont pas accessibles aux autres membres de l'équipe. Alors pour les rendre accessibles, il va falloir les publier dans un repository distant. Alors j'en ai créé un, il est ici. Et nous allons le compléter avec les modifications, les fichiers que nous avons créés en local. Voyons comment. La commande que nous allons lancer s'appelle git remote, bien sûr, add, le nom de notre repository, démo git,
et puis son URL que je vais récupérer. La voici. Alors, la commande que je viens de faire, elle a simplement créé une connexion distante qui va me permettre de dialoguer avec mon repository. Il y a une autre façon de faire ça, ça c'est dans le cas où il existe déjà. On pourrait très bien faire un git clone, et là, il ne s'appellerait pas demo git, mais par défaut origine. Ça peut se paramétrer ceci étant. Alors, si je fais un petit git remote, on vérifie qu'effectivement, demo git, la connexion demo git a bien été ajoutée. Je peux avoir quelques petits détails, remote-v. Vous voyez, là, il m'indique également l'URL et donc le projet vers lequel on pointe. Ça peut être intéressant dans un certain nombre de situations. Alors, il ne me reste plus qu'à pousser mes modifs locales vers le repository distant. La commande pour faire ça s'appelle git push, demo git, et je le lance. Ah, là, j'ai un petit message. Il me dit quoi? Tout simplement que ma branche, ma new branch, elle est certes créée en local, mais elle n'existe pas encore en distant. Et pour la créer en distant, il faut rajouter à git push set upstream. On a besoin de le faire qu'une seule fois, évidemment. Bon, on va le faire. Voilà. Donc là, on voit qu'un dialogue s'est établi et des fichiers, on les voit ici, ont été déplacés. Alors, est-ce que ça a marché? La meilleure façon de savoir ça, c'est d'aller interroger le repository distant. Allons-y. Alors, j'oublie pas, je l'ai fait dans ma new branch, donc je sélectionne ma new branch. Là, vous voyez, déjà, elle a été créée. Ça tombe bien. Et on a effectivement un fichier. Et si je l'ouvre, il contient ce que l'on y a mis en local. Donc, on l'a maintenant en distant et devient disponible pour l'ensemble de l'équipe. C'est pas la seule chose que l'on voit s'afficher ici. Regardez le petit bandeau Create a Pull Request. Par défaut, on va nous demander de créer une pull request. Une pull request, ça s'appelle aussi une revue de code. Nouvelle fonction, donc nouveau fichier. L'idée, c'est que l'on va demander à ce que mes modifs soient revus, révisés et éventuellement amendés par le reste de l'équipe afin de pouvoir être passé de new branch vers la branche master, qui est la branche générale. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la démo, mais notez bien cette notion de pull request. Elle a aussi un avantage, qu'elle protège la branche principale d'injections peut-être frauduleuses, en tout cas erronées, de choses qui vont plus marcher. On doit tester, on doit revoir le code en équipe. Normalement, c'est un travail d'équipe.